Un matin froid de novembre 1999, un avion cargo a disparu, décollant d'un aéroport secondaire du sud de la France à destination de Lyon. Il n'y avait aucun passager, seulement 3 membres d'équipage expérimentés et une cargaison classée comme logistique industrielle. Aucune urgence n'a été signalée, aucun appel de détresse. Le radar a simplement perdu le signal quelques minutes après le décollage, comme si l'appareil s'était volatilisé. Pendant des semaines, des équipes ont ratissé les zones montagneuses, les champs cultivés et les tronçons isolés proches de l'itinéraire prévu. Des hélicoptères ont survolé des régions entières, tandis que les enquêteurs analysaient chaque seconde des communications du cockpit. Rien. Aucune épave, aucune boîte noire, aucun indice concret. Avec le temps, l'affaire a été classée parmi les nombreux mystères de l'aviation restés irrésolus. Les noms des membres d'équipage ont disparu des journaux. Les familles ont continué à vivre avec cette absence inexpliquée. Et l'avion a cessé d'exister pour le monde. 13 ans plus tard, en 2012, le silence qui entourait cette affaire a été rompu de manière inattendue. C'était une nuit ordinaire à l'aéroport de Saint-Étienne. Le trafic était faible, limité aux vols régionaux et aux fret. La piste principale était quasiment déserte, éclairée seulement par des rangées régulières de feux blancs et bleus. Un agent de maintenance effectuait sa ronde habituelle lorsqu'il remarqua quelque chose d'étrange au bout de la piste secondaire. Au départ, il crut à un trouble visuel dû au brouillard qui commençait à se former. Mais en s'approchant, la silhouette prit forme. Un avion, propriété, mal aligné, comme s'il avait été placé là à la hâte. L'employé s'arrêta à quelques mètres, tentant de comprendre ce qu'il voyait. L'appareil ne figurait sur aucun registre d'atterrissage pour cette nuit-là. Aucune tour de contrôle n'avait autorisé son approche. Rien n'indiquait une activité récente. Et pourtant, il était là. Le fuselage présentait des signes d'usure inhabituels, comme s'il avait été exposé aux intempéries pendant des années, mais sans les dommages typiques d'un accident. Il n'y avait aucune trace d'impact, ni de pièces manquantes. C'était comme si l'avion avait été préservé ou oublié. La peinture latérale, partiellement décolorée, permettait encore d'identifier un numéro d'immatriculation. Le même numéro que le cargo disparu en 1999. La confirmation est arrivée quelques minutes plus tard, lorsque l'équipe de sécurité a été alertée. La zone a été immédiatement bouclée. Personne ne s'est approché plus que nécessaire jusqu'à l'arrivée des autorités. Mais le plus étrange restait à venir. Pendant que les officiers discutaient des procédures, un son métallique résonna sur la piste silencieuse. Un clic sec. Ils ont tous regardé en même temps. L'une des portes arrière de l'appareil a commencé à bouger lentement. Il n'y avait pas assez de vent. Aucune intervention extérieure, aucun signe de vie à l'intérieur. La porte s'ouvrit de quelques centimètres, puis davantage, jusqu'à s'arrêter complètement, ne laissant place qu'à l'obscurité à l'intérieur du compartiment. Personne ne s'est approché. Pendant quelques secondes, il y eut un silence absolu, puis un autre son. Cette fois, cela vient de l'intérieur. C'est pénible, bas, inégal, comme si quelque chose ou quelqu'un bougeait à l'intérieur de l'avion. Les agents battirent instinctivement en retraite. L'un d'eux saisit la radio et demanda des renforts immédiats, tandis qu'un autre s'efforçait de garder les yeux fixés sur l'ouverture, comme s'il s'attendait à voir quelque chose en sortir. Mais rien n'apparut. L'obscurité demeurait intacte, dense, presque solide. Une lampe torche était pointée vers la porte. La lumière perça l'espace et ne révéla que l'intérieur vide du compartiment de chargement. Les caisses étaient toujours verrouillées, recouvertes d'une fine couche de poussière. Aucun signe de mouvement récent, aucune trace de présence humaine. Et pourtant, le son était bien réel. La documentation a commencé immédiatement. Photos, vidéos, mesures. Chaque détail devait être consigné avant toute intervention. L'avion, officiellement porté disparu depuis plus de 10 ans, était désormais là, intact, silencieux et inexplicablement présent. Mais il y avait quelque chose d'encore plus inquiétant. Les horloges de la cabine. Lorsque l'équipe a finalement pénétré avec précaution à l'intérieur de l'appareil,
Elle a constaté que le tableau de bord était exactement dans le même état qu'au moment du dernier vol. Aucun dommage, aucun signe de dysfonctionnement. Et toutes les horloges, numériques et analogiques, étaient arrêtées. Réglées la même heure, 2h17 du matin. Le moment précis où l'avion a disparu des radars en 1999. Aucun système électrique n'était actif, aucune batterie ne fonctionnait. Pourtant, les enregistrements indiquaient que les instruments s'étaient arrêtés simultanément, comme si le temps s'était interrompu à bord de cet appareil. Dehors, la porte était encore ouverte. Et pendant un bref instant, l'un des agents jura avoir vu quelque chose bouger à nouveau dans l'obscurité, plus loin, hors de portée de la lumière. Il ne l'a dit à personne, pas ce soir-là. Mais à partir de ce moment-là, tous ceux qui étaient à présent ont réalisé la même chose, même sans le dire à voix haute. L'avion n'a pas simplement été abandonné. Il y avait quelque chose qui clochait chez lui, quelque chose qui n'aurait jamais dû revenir. La nouvelle s'est répandue rapidement, mais n'a pas atteint le public comme beaucoup l'espéraient. Avant même que la moindre information ne fuite, les autorités françaises ont totalement bouclé la zone. L'aéroport de Saint-Étienne a été partiellement fermé, sous prétexte de maintenance d'urgence, et le périmètre de la piste secondaire a été entièrement placé sous la surveillance d'équipes non affectées aux opérations courantes de l'aviation civile. Parmi les premières à arriver sur les lieux se trouvait Camille Durand, enquêtrice à la Direction générale de l'aviation civile. Réputée pour sa précision quasi obsessionnelle, Camille avait travaillé sur des affaires complexes impliquant des pannes techniques et des disparitions inexpliquées, mais rien de comparable à celle-ci. En recevant l'appel, au petit matin, elle pensa d'abord à une erreur administrative, voire à une coïncidence absurde. Quelques minutes devant l'appareil lui suffirent pour comprendre qu'il n'en était rien. Camille fit lentement le tour de l'avion cargo, analysant chaque détail, la peinture délavée, les numéros partiellement effacés, les rivets intacts. Tout indiquait que l'appareil n'avait pas subi d'impact, ce qui contredisait totalement les théories les plus communément admises sur sa disparition. Pour elle, c'était impossible. Les avions ne disparaissent pas comme par magie pour réapparaître intacts, sans laisser de traces. À ses côtés se tenait Laurent Besson, spécialiste en analyse structurale et comportement des matériaux aéronautiques. Contrairement à Camille, Laurent ne dissimulait pas son malaise. Il évitait de regarder directement la porte ouverte, comme s'il y avait là quelque chose qu'il préférait ignorer. « Ça n'a aucun sens », marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Camille ne répondit pas. Elle avait déjà remarqué quelque chose qui la dérangeait encore plus que la présence de l'avion elle-même, l'absence de décomposition. Une fois dans la soute équipée du matériel adéquat, l'équipe a constaté que tout était pratiquement intact. Les caisses étaient scellées, maintenues par des sangles de sécurité et leurs étiquettes encore lisibles. Aucun signe de détérioration avancée, aucune odeur caractéristique de matière organique en décomposition, ce qui aurait été prévisible après 13 ans. Mais le plus inquiétant n'était pas la cargaison. J'étais dans la cabine. Les 3 sièges étaient occupés. Les corps des membres d'équipage restèrent là, sanglés par leur ceinture de sécurité, exactement comme ils auraient dû l'être pendant le vol. Il n'y avait aucun signe de lutte ou de tentative d'évasion. Une de leurs mains était toujours posée sur les commandes, et malgré les années, il n'y avait aucune trace de dégradation visible. La peau était anormalement pâle, presque cireuse, mais intacte, comme si le temps s'était tout simplement arrêté à l'intérieur de cet avion. Laurent a immédiatement reculé en voyant cela. Ceci n'est pas possible. Camille resta immobile quelques secondes, observant attentivement la scène. Puis, elle fit un pas en avant, s'approchant du panneau. Les instruments étaient éteints, mais parfaitement conservés. Aucun court-circuit apparent, aucun signe de panne électrique catastrophique. C'était comme si l'avion était resté figé dans le temps. Elle remarqua alors un autre détail. L'enregistreur de vol. La boîte noire était toujours dans son compartiment, intacte. « Il faut qu'on s'en débarrasse immédiatement », a-t-il déclaré fermement. Pendant que l'équipe entamait la procédure de démontage, un autre groupe analysait l'extérieur de l'appareil.
Des marques inhabituelles commencèrent à attirer l'attention. De petites déformations du métal, presque imperceptibles au premier abord, comme si le fuselage avait subi une pression inégale et non uniforme. Laurent, bien qu'hésitant, a finalement retenté sa chance après avoir entendu ces commentaires. « Ce n'est pas un impact », dit-il en passant délicatement la main sur l'une des zones déformées. « On dirait une compression, mais pas de l'extérieur vers l'intérieur. » Il fit une pause. De l'intérieur vers l'extérieur. Camille le regarda immédiatement. « Es-tu sûr ?» Laurent hésita, puis hocha lentement la tête. « J'ai déjà vu ça lors de tests de pression extrême, mais jamais à ce point. C'est comme si l'intérieur avait été modifié. » Avant qu'il puisse approfondir l'analyse, un nouvel incident est venu tout interrompre. Un des techniciens travaillant près du cockpit laissa tomber un outil métallique. Le bruit résonna dans l'habitacle silencieux de l'avion, se répercutant sur les parois étroites. Et puis, la réponse est arrivée. Un bruit, unique en son genre, faible, continu, presque comme une vibration. Tout le monde s'est arrêté immédiatement. Le bruit semblait provenir des murs. Ou peut-être quelque chose qui les dépasse. Camille leva la main, exigeant un silence absolu. Le bruit persista quelques secondes, augmentant légèrement en intensité, jusqu'à disparaître complètement, comme s'il n'avait jamais existé. Personne n'a rien dit, mais tout le monde a entendu. Laurent recula de quelques pas. « Ce n'est pas qu'un simple avion, » dit-il doucement. « Ça ne l'a jamais été. » Camille ne répondit pas immédiatement. Son regard était fixé sur le cockpit, plus précisément sur les corps des pilotes. Pendant un instant, trop bref pour en être sûre, elle eut l'impression qu'un de ses doigts avait bougé. Elle cligna des yeux. Rien. Tout est redevenu calme. Malgré tout, une certitude commença à se former, silencieuse et troublante. Cette affaire ne se résumait pas à une simple disparition. Il s'agissait de quelque chose que personne n'était prêt à expliquer. Et peut-être même pas en face. De l'extérieur, la porte arrière était encore ouverte, et les ténèbres qui l'habitaient semblaient plus profondes que jamais. La boîte noire a été extraite de l'avion, dans le respect des protocoles de sécurité les plus stricts, et immédiatement transportée pour analyse dans un laboratoire isolé en périphérie de Lyon. Camille a personnellement supervisé le transport. À ce moment-là, elle ne faisait confiance à aucun intermédiaire. Cet avion dégageait une atmosphère particulière qui exigeait un contrôle absolu et un silence total. Pendant ce temps, l'aéroport restait partiellement fermé, mais la pression extérieure commençait à s'intensifier. Les employés colportaient des rumeurs. Des bruits de couloirs circulaient sur les forums locaux, et malgré les efforts pour contenir l'information, des photos floues de l'avion circulaient déjà en ligne. L'affaire prenait des proportions incontrôlables. À l'intérieur du laboratoire, l'environnement était stérile, éclairé par une lumière froide. Des techniciens spécialisés ont entamé la récupération des données de la boîte noire. On s'attendait à une certaine dégradation après 13 ans, mais, comme le reste de l'appareil, l'équipement semblait trop bien conservé. « De l'énergie stable », dit l'un des techniciens en fronçant les sourcils. « Ça n'a aucun sens. » Camille croisa les bras, observant. Il ne fait que se reproduire. Le premier enregistrement audio a commencé. Bruit ambiant en cabine, communication standard, voix des pilotes, calme et professionnelle. Tout est normal pendant les premières minutes. Conversation technique, modification d'itinéraire, vérification de routine. Puis, 8 minutes après le décollage, quelque chose a changé. L'un des pilotes a interrompu la phrase au milieu. Silence. Puis, un son étrange est apparu en arrière-plan de l'enregistrement. Faible, irrégulier. Comme une interférence, mais organique. « Vous entendez ça ?» demanda la voix du copilote, visiblement tendue. « Ce n'est pas la radio », répondit le commandant. Le son augmentait progressivement en volume. Ce n'était pas un bruit statique. Ce n'était pas un simple problème technique. On aurait dit une respiration, mais sans synchronisation avec aucun membre de l'équipage. L'enregistrement a capturé 3 rythmes distincts. 3.
Camille se pencha en avant, les yeux rivés sur l'écran. « Amplifiez cela !» Le technicien a réglé le son. Maintenant, c'était clair. Il y avait autre chose à l'intérieur de la cabine. « Il y a quelqu'un ?» demanda le copilote dans l'enregistrement, la voix déjà étranglée par la peur. Aucune réponse. Mais le son persistait. Plus près, plus présent. Un objet est tombé à l'arrière de la cabine, suivi d'un mouvement brusque capté par le microphone. « Ce n'est pas possible », murmura le commandant. Et puis, un impact, pas externe, interne. Comme si quelque chose avait frappé la structure de l'intérieur. L'alarme s'est déclenchée. Plusieurs systèmes ont été activés simultanément, sans aucune logique apparente. Nous sommes en train de perdre. La phrase a été interrompue. L'enregistrement audio suivant a été déformé pendant quelques secondes. Chris. Pas la panique habituelle, mais c'est douloureux. Et surprise. Puis, le silence. Mais pas complètement. Le souffle était toujours là, maintenant, plus lentement, plus lourd. Et puis, une voix, non identifiée. Cela ne correspondait à aucun des membres de l'équipage. Faible, traînée, quasi inaudible, mais suffisamment claire pour être enregistrée. Toujours, ici. L'enregistrement audio s'est interrompu brusquement. Le laboratoire sombra dans un silence absolu. Personne n'a bougé pendant quelques secondes. Camille fut la première à prendre la parole. « Ça ne partira pas d'ici. » L'entraîneur déglutit difficilement. « Ceci pourrait être une manipulation, une sorte de corruption de données. »« Non, ce n'est pas le cas, » interrompit Camille. « Vous avez vu l'état du matériel. » Laurent, arrivé peu de temps auparavant et qui avait assisté à la reconstitution en silence, passa une main sur son visage. « 3 schémas respiratoires, » dit-il lentement. Mais il n'y en avait que 2 dans la cabine à ce moment-là. Camille le corrigea sans quitter l'écran des yeux. 3 membres d'équipage, mais le 3e se trouvait dans la soute. Laurent hésita. Alors pourquoi ce bruit provient-il de la cabine? Personne n'a répondu. Le conflit cessa alors d'être purement technique. Il ne s'agissait plus d'une enquête conventionnelle. Pendant ce temps, à l'aéroport, la situation commençait à se détériorer. L'un des agents de sécurité ayant participé à l'inspection initiale a eu un comportement étrange. Désorienté, il a été retrouvé marchant près de la piste bouclée, répétant à voix basse la même phrase « C'est toujours là ». C'est toujours là. Il a été immédiatement retiré, mais le mal était déjà fait. D'autres employés ont commencé à faire état de sensations similaires. L'impression constante d'être observés chaque fois qu'ils s'approchèrent de la zone où l'avion était stationné. Les équipes ont été réduites, l'accès est encore plus restreint. Mais même cela ne semblait pas suffisant. Cette même nuit, un nouvel incident s'est produit. Les caméras de sécurité de la piste ont enregistré des mouvements à l'intérieur de l'avion, pas dans la cabine, dans la zone de chargement. Les images étaient granuleuses, prises à distance, mais elles montraient quelque chose d'indéniable. Ombre, se déplacer entre les boîtes. Aucune norme définie, sans formulaire clair. Mais les cadeaux. Lorsque l'enregistrement a été analysé, image par image, un détail a attiré notre attention. Les ombres ne correspondaient pas à des sources de lumière externes. Ils ont déménagé indépendamment, comme s'ils avaient leur propre origine. Camille a visionné la vidéo à plusieurs reprises, de plus en plus convaincu d'une chose. Quoi qu'il se soit passé en 1999, cela ne s'est pas terminé sur ce vol, et maintenant, il était de nouveau actif. Laurent s'approcha d'elle, visiblement bouleversé. S'il s'agit d'un phénomène physique, nous sommes encore en train de le gérer. Camille a finalement détourné le regard de l'écran. Non. Elle marqua une brève pause. Nous l'avons ramené. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les sons enregistrés jusque-là, car, à ce moment-là, le conflit cessait de porter uniquement sur la compréhension, et il s'agissait désormais d'empêcher sa propagation. L'enquête s'est détournée de l'avion lorsque Camille a pris une décision contraire au protocole. Elle souhaitait s'entretenir avec les familles des membres d'équipage. Non pas pour apporter des réponses,
Il n'y en avait pas encore, mais pour obtenir des informations qui ne figuraient pas dans les rapports officiels. Laurent a remis en question ce choix. Cela pourrait créer une pression inutile. En cas de fuite, ça fuite déjà, répondit Camille, sans hésiter. Et les documents ne disent pas tout. Le premier contact fut avec Élodie Marceau, fille du commandant Henri Marceau. Elle avait un peu plus de 30 ans à présent, mais en 1999, elle n'était qu'une adolescente lorsque son père avait disparu. Elle accueillit Camille avec une froideur contenue, comme quelqu'un qu'on avait déjà cherché à joindre et qui avait été déçu. La maison conservait des traces du passé, de vieilles photographies, des coupures de journaux précieusement conservées, une boîte contenant des documents dont le sens restait obscur. Camille comprit rapidement qu'Élodie n'avait pas abandonné l'affaire. « Vous êtes venu parce qu'ils ont trouvé quelque chose », dit-elle, avant même que Camille ait pu commencer. Ce n'était pas une question. Camille a choisi ses mots avec soin. « Nous avons retrouvé l'avion. » Le silence qui suivit n'avait rien de surprenant. C'était une confirmation. Élodie ferma les yeux un instant. « Je le savais. » Laurent échangea un rapide regard avec Camille. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il. Elle se leva et se dirigea vers une vieille armoire. De là, elle sortit un enregistreur portable. Dans les mois qui ont précédé la disparition, mon père a commencé à enregistrer des choses, a-t-elle expliqué. Il disait que c'était des tests, des bruits étranges pendant les vols de nuit. Camille sentit son corps se raidir. « Avez-vous encore ces enregistrements ?» Élodie acquiesça. Le son était diffusé directement dans la pièce. Au début, tout semblait normal. Des bruits de cabine, des communications routinières, mais à un certain moment, le même schéma s'est répété, un faible niveau sonore, irrégulier, la même respiration. Laurent recula d'un pas, comme si cela confirmait quelque chose qu'il avait tenté de nier. « C'était avant la disparition ?» demanda-t-il. « 3 semaines plus tôt, » répondit Élodie. Il disait qu'il avait commencé à l'entendre sur les vols cargo, toujours la nuit, toujours après un certain point du trajet. Camille se pencha légèrement en avant. A-t-il mentionné quelque chose de précis? Une cargaison différente? Élodie hésita. Oui. Elle ouvrit un dossier et tendit un vieux document. Une liste de transport, classification restreinte, contenu décrit uniquement comme matériel expérimental. Destination. Base militaire désactivée dans les Alpes françaises. Laurent lut rapidement. Cela n'a jamais figuré dans les documents officiels. Parce qu'il a été retiré, a dit Élodie. Mon père a essayé de le signaler. Ils lui ont dit de laisser tomber. Le poids de ces informations a complètement changé le cours de l'enquête. L'intrigue secondaire ne concernait plus seulement l'avion et commençait à impliquer un événement antérieur à la disparition. Quelque chose qui aurait pu être transporté. Pendant ce temps, à l'aéroport, une autre ligne de tension se développait. L'agent qui avait un comportement étrange a disparu. Aucun signe de sortie enregistré n'a été constaté et aucune caméra n'a filmé ses déplacements hors de la zone réglementée. Son badge a été retrouvé près de la piste, directement sur la trajectoire de l'avion. Les recherches ont commencé immédiatement. Mais un détail troublant est apparu lors de l'analyse des images des caméras. D'un certain angle, quelques secondes avant la disparition, on pouvait voir l'agent immobile, fixant intensément l'avion, et puis faire un pas en avant, comme s'il était appelé. Ensuite, l'image a présenté des interférences. Quand les choses sont revenues à la normale, il n'était plus là. L'équipe a progressivement réduit ses contacts avec l'avion. Les horaires de travail ont été raccourcis. Certains employés ont demandé un congé immédiat. D'autres ne sont tout simplement pas revenus. Mais l'avion est resté là, propriété, silencieux et de plus en plus présent. Camille et Laurent sont retournés sur les lieux le soir même, avec une nouvelle priorité, vérifier le compartiment cargo en se basant sur les informations obtenues d'Élodie. Si quelque chose avait été transporté sur ce vol, cela pourrait encore s'y trouver. L'entrée était plus prudente qu'auparavant, équipement supplémentaire, capteurs, éclairage plus intense. Malgré cela, la sensation en franchissant la porte arrière était différente, plus lourd, comme si l'air était plus dense.
Laurent fut le premier à le remarquer. La pression ici, ce n'est pas normal. Camille ignora la remarque et se dirigea vers les cartons. Les étiquettes étaient encore lisibles, mais certains avaient été retirés, d'autres ont changé. « Ce n'est pas un moyen de transport normal », a-t-elle déclaré. « Quelqu'un y a touché. » Laurent désigna l'une des boîtes au fond. Celui-là. Il était légèrement différent des autres. Aucune identification visible, fixée avec plus d'attache que nécessaire. Camille s'approcha lentement. Le silence à l'intérieur du compartiment était absolu, jusqu'à son retour. « Oh oui, je le suis. » Respiration. C'est beaucoup plus clair maintenant, plus près. Laurent se figea. « Vous m'écoutez » Camille n'a pas répondu. Elle se tenait déjà à côté de la boîte. Il posa la main sur la surface métallique. Gratuit, mais vibrant légèrement. Comme si quelque chose à l'intérieur était actif. Elle hésita une seule seconde. Puis il fit un signe pour l'ouvrir. Les loquets se déverrouillèrent difficilement, comme s'ils avaient été actionnés de l'intérieur. Lorsque le couvercle a finalement cédé, un craquement sec a résonné dans le compartiment. La lumière était dirigée vers l'intérieur, et tout s'est arrêté. La boîte était vide, complètement, aucun équipement, aucun objet, rien. Marquages internes uniquement, rayures, profonds, irréguliers, comme si quelque chose y avait été conservé. Et il a essayé de partir. Laurent a immédiatement cédé. « Non, non, pas ça. » Avant qu'il ait fini, un nouveau son a émergé. Ne sort pas de la boîte, mais par derrière eux, près de l'entrée. Mesure, planche, traînée. Camille se retourna brusquement. La porte de derrière se remettait en mouvement. Clôture. Sans aucune intervention, et un instant, dans l'obscurité au-delà de la lumière, il y avait quelque chose. Sens unique, haut, imprécis. J'observe, puis il a disparu. La porte claqua complètement, les scellés à l'intérieur. Le conflit ne se résumait plus à une simple question de compréhension ou de confinement. Il s'agissait de survivre à ce qui existait déjà. Le claquement de la porte qui se refermait résonna comme un dernier saut. Camille fut la première à réagir, se précipitant vers le mécanisme et tentant de l'ouvrir manuellement. Rien. Le système semblait bloqué, non pas par un dysfonctionnement, mais par une résistance, comme si quelque chose de l'autre côté le retenait. Laurent se retourna et pointa la lampe torche à l'intérieur du compartiment. « Nous ne sommes pas seuls ici. » Cette phrase n'était plus une simple hypothèse, c'était un fait. L'air à bord de l'avion avait changé. Ce n'était pas seulement la pression, il y avait une densité presque palpable, comme si l'espace s'était comprimé. La lumière semblait plus faible, même avec les projecteurs à pleine puissance. Camille a essayé la radio. Centrale, ici Durand, porte arrière verrouillée. Ouverture extérieure, immédiate requise. Statique, aucune réponse. Laurent a tenté d'être lui-même l'intermédiaire. Le même résultat. Isolé. Camille ferma les yeux un instant, le temps de rassembler ses idées. Lorsqu'elle les rouvrit, son expression avait déjà changé. Moins investigatrice, plus instinctive. « Reste près de moi », dit-il. Ils avancèrent lentement dans le compartiment de chargement, éclairant chaque recoin avec une attention accrue. Les caisses, autrefois immobiles et silencieuses, avaient changé d'aspect. Certaines étaient légèrement déplacées, ou peut-être avaient-ils toujours été ainsi. Il était difficile d'en être certain. Puis, on entendit le son. Plus haut, c'est plus clair. Respiration. Désormais indéniable et assurément trop près. Laurent pointa la lumière vers le fond du compartiment. Rien. Mais le son persistait. Camille a tourné la lampe torche de l'autre côté. Un instant, la lumière traversa quelque chose. Pas solide, pas entièrement visible, mais présent, comme une distorsion dans l'air. Laurent a immédiatement cédé. « Avez-vous vu ça ?» Camille n'a pas répondu. Elle avança. « Ça ne bouge pas », dit-il d'une voix basse mais ferme. Le son s'est arrêté. Complètement. Le silence revint avec une intensité presque violente. Puis, un claquement de doigts.
en provenance de la cabine. Ils se sont tous deux figés. Une autre photo, plus près. Comme si quelque chose manipulait les commandes. « Ce n'est pas possible », murmura Laurent. Camille était déjà en mouvement. Aux cabanes, ils se hâtèrent de traverser les 3 couloirs reliant le compartiment cargo à la cabine. À chaque pas, le sentiment d'être observé s'intensifiait. Arrivés à l'entrée, ils s'arrêtèrent. Les 3 corps étaient toujours sur leur siège, immobiliers. Mais quelque chose avait changé, la ceinture de sécurité. L'un d'eux était en fuite. Laurent déglutit difficilement. Ce n'était pas comme ça avant. Camille fit un pas en avant, les yeux fixés sur le conducteur à sa droite. Sa tête était légèrement inclinée sur le côté. Avant, c'était droit. Elle en était sûre. « Ça ne touche à rien », a-t-il dit. Mais il était trop tard. Un bruit humide brisa le silence. Le corps du pilote a bougé son bras. Voilà, forcé. C'était comme si on le tirait de l'intérieur. Laurent recula, se cognant contre le mur. Non, pas ça. Son bras retomba. Propriété. Silence. Camille resta immobile. Ce n'est pas une réanimation, dit-elle, plus pour elle-même. C'est une réponse. Laurent la fixa du regard. Une réponse à quoi? Avant qu'elle puisse répondre, le panneau de la cabine s'est illuminé. Seul. Lumière clignotante. Les alarmes sont désactivées, mais les systèmes sont en cours de démarrage. Aucune source d'alimentation externe n'est requise. Cela n'a aucun sens. Les écrans ont commencé à afficher des données, coordonnées, évolution rapide, puis stabilisation. Camille s'approcha. Il lut à voix basse. Latitude, longitude. Laurent se pencha à côté d'elle. C'est impossible. Les coordonnées ne correspondaient à aucun point actuel de l'itinéraire, même pas de France, d'origine inconnue. Mais il y avait autre chose. Un horodatage, 02.17 en même temps, le même instant. Ce n'est pas maintenant, dit Camille, c'est à ce moment-là. L'environnement autour d'eux semblait réagir. La lumière vacilla, l'air vibrait, et puis tout a changé. Pendant une fraction de seconde, ou peut-être plus longtemps, ils n'étaient plus à l'intérieur d'un avion immobile. Le bruit des moteurs est revenu. Le sol trembla. La cabine était en mouvement, le panneau actif, les commandes en direct et les corps. Ils n'étaient plus immobiles. Les 3 membres d'équipage étaient présents. Respiration. Mais ils n'étaient pas seuls. Quelque chose occupait l'espace entre eux. Quelque chose qui ne devrait pas exister. Une forme déformée, occupant plusieurs points à la fois, comme déphasée par rapport à la réalité. Laurent a crié. Camille n'y est pas parvenue. Elle le regardait droit dans les yeux, et cela en y repensant. Sans yeux, mais consciemment. Sa présence était écrasante. Et puis, la révélation. Cela n'a pas été dit. On l'a ressenti, comme des informations imposées à l'esprit. Cet objet n'a pas pu être embarqué à bord de l'avion. Il a été emmené, transporté, dans cette boîte. Et à un moment donné pendant le vol, il s'est réveillé, l'avion ne s'est pas écrasé, il n'a pas disparu, il a été ému, dehors, dans un espace où le temps et la matière n'obéissaient pas aux mêmes règles. Et maintenant, quelque chose était revenu avec lui. La vision s'est brisée, le son s'est arrêté, la cabine a été remise dans son état d'origine, sombre, silencieux. Les corps sont de nouveau immobiles. Le panneau est éteint. Laurent tomba à genoux, respirant bruyamment. Ça, c'était quoi? Camille resta debout, le regard droit devant elle. Nous n'avons pas trouvé l'avion. Elle fit une pause. Nous avons rouvert la voie du retour. À ce moment-là, une forte détonation retentit à l'arrière, à la porte. Réouverture. Mais cette fois, pas pour sortir. Quelque chose s'infiltrait. Le bruit de la porte arrière qui s'ouvrait n'apporta aucun soulagement. Cela a apporté de la certitude. Camille et Laurent ne se sont pas enfuis immédiatement. Pendant un bref instant, ils sont restés immobiles, comme si leur corps avait compris quelque chose avant même que leurs esprits ne l'acceptent. Fuir ne signifiait pas s'échapper. L'air changea à nouveau. Il fait plus froid, plus lourd. La respiration reprit.
désormais multiples, irrégulières, résonnant contre les parois métalliques comme si elles provenaient de toutes parts à la fois. Laurent se leva avec difficulté. « Nous devons partir d'ici, maintenant. » Camille ne répondit pas immédiatement. Son regard était fixé sur le couloir menant au compartiment de chargement. L'obscurité qui y régnait n'était plus seulement une absence de lumière, c'était une présence. « Ne courez pas, dit-elle fermement. Si vous courez, nous perdrons le contrôle. » « Le contrôle de quoi ?» rétorqua Laurent, la voix tremblante. « Ça, on ne le contrôle pas. » Un son coupa court à toute réponse. Quelque chose est traîné, frottement de métal contre métal. Voilà, lourd, venant de derrière. Ils se retirèrent ensemble, pas à pas, en gardant la lumière dirigée vers le couloir. Et puis, c'est apparu, pas entièrement, jamais complètement, à part, comme si la réalité ne pouvait absolument pas supporter l'intégralité de cette forme. Une silhouette haute et irrégulière, dont les extrémités semblaient s'étendre et se rétracter simultanément. La lumière ne s'y reflétait pas correctement. Elle la traversait, se déformait et se courbait. Laurent battit en retraite plus rapidement. « Ne regarde pas ça, ne regarde pas !» Mais il était trop tard. Camille regardait, et quand elle regarda, elle sentit, pas comme une idée, comme une invasion, des souvenirs qui n'étaient pas les siens, espace impossible, une sensation de chute sans bouger. Le temps passe, sans aucune séquence, elle a légèrement titubé. Laurent la tira par le bras. « Camille !» Le contact a cassé quelque chose. Elle est de retour, à bout de souffle. « Ça ne reste pas fixe », dit-il avec difficulté. Il l'utilise. Il est parti sans qu'elle s'en rende compte. Mais c'était logique. Ce n'était pas qu'un simple phénomène. C'était une entité. Et j'apprenais. Le son s'est amplifié, plus près. La structure de l'avion a commencé à réagir, de petits craquements, des vibrations, comme si le métal était pressé de l'intérieur vers l'extérieur, reproduisant les mêmes marques que celles observées sur le fuselage. Laurent entraîna Camille vers la cabine. Si la porte s'ouvrait, quelqu'un à l'extérieur l'avait vue. « Ou vous la laissez ouverte ?» répondit-elle sèchement. La phrase planait dans l'air. Ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. Lorsqu'ils arrivèrent à la sortie de la cabane, la porte d'entrée était déverrouillée. Ce n'était pas le cas avant. Laurent n'a pas hésité. Il a poussé fort. La porte s'ouvrit. La lumière extérieure inondait l'intérieur de l'avion. Mais quelque chose clochait. La piste n'était plus la même qu'avant. Les phares étaient mal alignés, clignotement asynchrones. L'horizon paraissait légèrement courbé, comme si l'espace était déformé. Camille s'est arrêtée à la sortie. « Attendez !» Laurent était déjà à moitié inconscient. « Nous avons hâte. Ce n'est pas ça l'indice, dit-elle. » Il s'est figé. Il regarda de plus près. Les marques au sol n'étaient pas les mêmes. Les numéros de piste étaient incomplets. Ou un chevauchement, comme deux images au même endroit. Un bruit sourd s'éleva de l'extérieur. Pas un moteur. Quelque chose de plus profond, constante, comme un pouls. La réalité environnante semblait instable. « On ne s'est pas remis ensemble », murmura Laurent. Camille se retourna. Les choses étaient plus proches maintenant, plus précis, toujours incomplets, mais plus présents. « Il n'est pas descendu de l'avion », a-t-elle dit. « Il a emmené l'avion avec lui. » La compréhension fut immédiate. Il n'essayait pas de quitter un endroit contaminé. Il se trouvait à l'intérieur de quelque chose qui n'appartenait plus au même espace. Laurent recula de la porte. Il n'y a donc aucune issue. Camille réfléchit rapidement. Il regarda le panneau. Pour les systèmes, pour le calendrier gelé. 02-17. Oui, dit-elle, mais pas par l'entrée par laquelle nous sommes entrés. Laurent la fixa du regard. Expliquez rapidement. Ceci, dit-elle en désignant le panneau, n'est pas une clé USB, c'est un point fixe. Quoi? Un moment qui se déroule encore. Piégé. Elle prit une profonde inspiration. Si nous pouvions recommencer, revenir au moment précis où tout a commencé. Laurent comprit avant même qu'elle ait fini.
Nous l'empêcherons d'entrer, ou qu'il soit à portée, corrigea Camille. Un grand bruit secoua la cabine. L'entité a progressé, occupant désormais presque tout le couloir. La forme tremblait, instable, mais agressive. Réagir, il ne le permettra pas, a déclaré Laurent. Camille était déjà aux commandes. Vous n'êtes pas obligé de partir. Elle a commencé à activer les systèmes manuellement. Même sans électricité, même sans logique. Les boutons ont réagi, comme si l'avion le voulait. Le panneau a clignoté. Les coordonnées renvoyées, instables, changement. Ça va très mal tourner, dit Laurent en s'agrippant fermement à la paroi de la cabine. Ça suffit, répondit-elle. La respiration de l'entité s'intensifia. Maintenant mélangée à autre chose. Un son plus aigu, presque agacé. La cabine commença à vibrer, fort, constante. La lumière extérieure a disparu. La porte ne donnait plus d'indices. L'obscurité totale. Totale. Camille ne se retourna pas. Sûr. Laurent ferma les yeux. L'entité a poursuivi son chemin. À quelques mètres seulement, la forme commence enfin à se solidifier. Et puis, tout est devenu noir. Silence absolu. Aucun son, pas de lumière, aucune sensation de mouvement. Pendant une seconde, il n'y eut rien. Et dans ce néant, quelque chose s'est décidé. Le vide n'était pas l'absence, c'était une suspension. Camille ne sentait plus son propre corps, mais elle pensait encore. Ce fut la première chose qu'elle remarqua. Il n'y avait ni douleur, ni bruit, ni poids, seulement la conscience. Et quelque chose de plus. Présence. Ce n'est plus aussi extérieur qu'avant. Interne. Mixte. Elle n'ouvrit pas les yeux, car elle ignorait si elle en avait encore dans cet état, mais elle perçut des schémas. Des fragments de souvenirs qui n'étaient pas les siens lui traversèrent l'esprit comme des éclairs désordonnés. Différentes cabines, vols différents, toujours la nuit, toujours le même son qui émerge progressivement. Respiration. Cela n'a pas commencé lors de ce vol en 1999. Cela avait déjà été constaté, transporté plus d'une fois, jusqu'à ce que quelqu'un commette une erreur. Camille se concentra. S'il pouvait accéder aux souvenirs, peut-être y était-il aussi lié. On apprend de ce qu'on voit, pensa-t-il, non pas comme un mot, mais comme une intention. Quelque chose a répondu, pas en mots, mais en réaction. Les images ont changé, c'est plus clair maintenant. Elle a regardé à l'intérieur de la boîte. L'obscurité totale, mais pas vide. Il y avait du mouvement à l'intérieur avant même que la porte ne s'ouvre. Petit, limité, contenu. Tu étais piégé, a projeté Camille, et quelqu'un t'a sorti de là. L'atmosphère autour de moi a légèrement changé, moins agressif, plus attentif. Elle comprit à ce moment-là, il ne s'agissait pas d'une attaque instinctive. Il a répondu, adapté. J'apprenais, et maintenant, j'essayais aussi de la comprendre. De l'autre côté, quelque chose a commencé à se réorganiser. Sa conscience a été ramenée en arrière. Le corps revint violemment. L'air pénétra d'un seul coup dans les poumons. Douleur, poids, couture. La cabane réapparut non loin de là, sombre, instable. Mais présent, Laurent était à terre, haletant, essayant de se relever. Camille, sa voix était faible. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle regardait devant elle. L'entité était toujours là, mais différent, moins dispersé, plus concentré. Comme si elle avait choisi une forme, toujours inégale, mais maintenant proportionnée. Taille humaine, des bras trop longs. La tête est légèrement inclinée. J'observe, n'avance pas. Pas encore. Camille se leva lentement, sans mouvement brusque. Il ne veut pas simplement partir, dit-elle doucement. Il veut comprendre. Laurent rit nerveusement. Comprendre quoi? Nous, tous. Elle fit un pas en avant. Laurent essaya de la retenir. Êtes-vous devenu fou? Si nous fuyons, il nous suivra, répondit-elle. Si nous nous battons, il apprendra plus vite. Elle garda les yeux fixés sur l'entité. La seule chose qu'il n'a pas encore maîtrisée, c'est le choix. L'organisation a réagi, un léger mouvement. Comme s'il avait reconnu quelque chose dans cette idée. Camille poursuivit. Vous avez été emmené, arrêté, transporté. Ces mots n'étaient même pas destinés à Laurent. Et on n'en parle pas vraiment. Ils ont été pris pour cible. La forme devant elle vibra légèrement. Et quand tu es parti,
Tout ce que tu savais, c'était ça. Elle ouvrit légèrement les bras, désignant l'espace autour d'elle. La peur, la réaction, la résistance. L'air est devenu plus dense, mais pas hostile. Mais ce n'est pas tout, dit-elle. Vous pouvez vous arrêter. Laurent murmura derrière elle. Camille. Il ne s'agit pas d'une négociation, mais elle l'a ignoré. Il fit un autre pas, à quelques mètres seulement de l'établissement. Vous n'êtes pas obligé de continuer. Le silence qui suivit était sans précédent. Ce n'était pas de la tension, c'était une décision. L'entité a été déplacée. Lentement. Un bras, ou quelque chose d'approchant, tendu. La forme se déformait au fur et à mesure de ses mouvements, comme si chaque tentative d'interaction exigeait un effort. Camille n'a pas reculé. L'espace entre eux a diminué. Et puis, c'est arrivé. Pendant un instant, la structure de l'entité s'est stabilisée. Et au sein de cette forme déformée, il y avait quelque chose de reconnaissable. Un visage, incomplet, mais ça suffit. Un des membres d'équipage, le troisième. Celui qui se trouvait dans la soute. Laurent a cessé de respirer. Non, non. Camille comprit. Il ne s'agissait pas d'une seule entité. C'était une fusion. Quelque chose que j'avais assimilé, savant, mixte. Et elle était encore en formation. L'expression de ce visage incomplet n'était pas agressive. C'était déroutant, perdu. Tu ne sais pas ce que c'est, dit Camille d'un ton ferme. Mais tu peux encore décider de ce que tu vas faire. L'entité hésita. L'espace environnant vibra à nouveau. Plus fort. Comme si l'environnement lui-même réagissait à l'instabilité de cette situation. Laurent a crié « Camille, ça va s'effondrer !» Elle n'a pas bougé. « Alors, décidez maintenant », dit-elle en fixant la forme droit dans les yeux. La réponse est arrivée sans prévenir. L'organisation a reculé, une étape, puis un autre. La structure a commencé à se désagréger, pas comme avant. Mais c'est un choix. Le bruit de la respiration s'estompa, progressivement, jusqu'à ce qu'il disparaisse presque complètement. La cabine commença à se stabiliser. Les lumières se sont rallumées, faibles mais constants. Le panneau a clignoté à nouveau. 02 17, mais cette fois, ça a changé. 02 18. Camille ferma les yeux un instant. Vous en avez ressenti les conséquences. Temps. Suivant. Laurent s'appuya contre le mur, essayant encore de comprendre. Qu'est-ce que tu as fait? Camille regarda le panneau, puis dans l'espace où se trouvait l'entité. Maintenant vide. Ce n'était pas moi. Elle fit une pause. C'était lui. Mais ce sentiment n'a pas complètement disparu. Il restait encore quelque chose, plus loin, plus faible, mais présent. Et, pour la première fois, un silence volontaire. Le silence qui suivit n'apporta pas un soulagement complet. Cela a apporté de la clarté. L'atmosphère à bord avait changé. Elle n'était pas totalement stable, mais suffisamment différente pour indiquer qu'un élément essentiel avait été modifié. La pression était revenue à la normale. La lumière, encore faible, ne déformait plus l'espace environnant. Et surtout, le bruit avait cessé. Mais Camille savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était qu'une pause. « Il est toujours là », dit-elle en regardant le panneau. Laurent passa une main sur son visage, essayant de reprendre le contrôle de sa respiration. « Alors, pourquoi vous êtes-vous arrêté ?» Camille ne quittait pas les instruments des yeux. « Parce que maintenant il comprend qu'il le peut. » Laurent fronça les sourcils. « Cela ne me rassure pas le moins du monde. Le panneau restait actif, ce qui n'aurait pas dû se produire. Les coordonnées clignotaient toujours à l'écran, mais elles ne changeaient plus de façon aléatoire. Il y avait un motif, une répétition cyclique, comme si le système tentait constamment de recalculer quelque chose, et échouait de peu. Camille a commencé à analyser les données plus attentivement. « Ce n'est pas un lieu, » murmura-t-il. « C'est un point de repère. À quoi sert une référence ?» Elle hésita un instant, pour revenir en arrière. Laurent resta silencieux. « Vous avez dit que le temps avait recommencé à s'écouler, » poursuivit-il. « Alors pourquoi sommes-nous encore là ?» Camille désigna l'écran. « Parce que le calendrier n'a pas encore été finalisé. »« Fermé ? Nous avons interrompu le cycle, mais nous ne l'avons pas arrêté. » Elle s'éloigna du tableau de bord et observa l'habitacle. « Cet avion est toujours coincé,
entre ce qui s'est passé et ce qui aurait dû se passer. Laurent laissa échapper un petit rire nerveux. « Super, nous sommes coincés au beau milieu d'une erreur temporelle avec quelque chose qui apprend tout seul. » Camille a ignoré le commentaire. « Si nous voulons partir, nous devons terminer ceci. » Comment le terminer? Elle le regarda droit dans les yeux. Fin du vol. Le poids de cette idée s'est immédiatement dissipé. Laurent a mis quelques secondes à répondre. « Vous voulez piloter ça ?» Pas exactement. Elle retourna au tableau de bord et examina les commandes. Le système reconnaît toujours les commandes, mais il n'a besoin ni de carburant ni de véritable propulsion. Il fonctionne selon une logique différente. Bien sûr que oui, murmura Laurent. Camille a poursuivi. Si nous alignons les coordonnées avec le point d'origine et stabilisons le système au bon moment, nous finalisons le vol, conclut Laurent. Elle hocha la tête. Mais il y avait un problème. Ils le savaient tous les deux. Laurent a été le premier à le dire. Et lui, le silence revint. Il n'y avait plus aucune forme visible. Mais le sentiment, il était toujours là. J'observe. En attendant. Camille prit une profonde inspiration. Il a fait un choix, mais cela ne signifie pas qu'il ne peut pas changer. Il faut donc faire vite. Non, dit-elle, il faut que ce soit précis. Un faible son résonna dans la cabine. Pas grand, mais ça suffit. Respiration. D'eau. Plus loin, mais présent. Laurent ferma les yeux un instant. Il revient. Camille acquiesça. Et il va le tester. L'environnement a réagi à nouveau. De légères distorsions commencèrent à apparaître sur les bords du champ de vision. Le tableau de bord clignotait plus rapidement. Les phares clignotaient. La météo était instable. 02 18 02 17 02 18 02 17. Il essaie de revenir en arrière, a déclaré Camille. Laurent se plaça à côté d'elle. Alors faites-le maintenant. Elle commença à régler les commandes. Manuel, direct. Ignorer les procédures traditionnelles. Les coordonnées ont commencé à répondre. Changement. Nous nous alignons, mais avec résistance, comme si quelque chose interférait. Sa respiration s'accéléra. Plus près, plus intense. La température a de nouveau chuté. Il ne veut pas qu'on ferme ça, a déclaré Laurent. Ou peut-être, n'as-tu pas encore décidé, corrigea Camille. Un léger impact a ébranlé la structure, puis un autre, comme si quelque chose touchait l'extérieur de l'avion. Ou en essayant de se connecter à nouveau. La cabine s'est plongée dans l'obscurité pendant un instant, puis il est revenu. Mais quelque chose avait changé. Pas de fenêtre à l'avant. Réflexe. Pas de l'intérieur, mais venant de l'extérieur, formulaire, se déplacer dans l'avion, multiple, pas seulement un. Laurent a cédé. Il n'était pas le seul, Camille n'a pas répondu. Elle avait déjà compris. Ce n'était pas un cas isolé, c'était connecté. Et ce qu'ils avaient trouvé n'était peut-être pas la seule chose qui avait été transportée. La respiration provenait désormais de plusieurs directions, chevauchement, désynchronisé. L'entité ou les entités réagissaient à la fermeture du cycle. Camille, la voix de Laurent a tremblé. Nous l'avons ouverte plus que nous n'aurions dû. Elle appuya plus fort sur les commandes. Nous fermons donc avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise. Les coordonnées ont finalement commencé à se stabiliser, mais le système exigeait davantage, une confirmation finale, manuelle, définitive. Quand je fais ça, dit-elle sans quitter le tableau de bord des yeux, il n'y a pas de retour en arrière. Laurent n'a pas hésité. Il n'en a jamais eu. Le bruit autour de nous a augmenté de façon spectaculaire. Les formes dans le verre se rapprochaient. La structure de l'appareil s'est mise à vibrer violemment. L'heure affichée s'est figée. 2:17, la respiration s'est arrêtée. Pendant une seconde, silence absolu, comme si tout attendait. Camille posa sa main sur la dernière commande, et il hésita, non pas par peur, mais par la compréhension. Ce n'était pas qu'une simple conclusion, c'était un choix définitif, et quelque part à l'intérieur, quelque chose observait encore cette décision. Le silence n'était pas vide, c'était prévisible. La main de Camille resta suspendue une seconde de trop. Non pas par simple hésitation, mais parce qu'elle sentait qu'à cet instant, on l'observait,
pas seulement à cause de Laurent, mais voilà pourquoi. Où tout cela? Les formes extérieures étaient figées, la respiration avait complètement cessé. La visière était verrouillée. 02, 17 Yael palpitait presque imperceptiblement, comme un cœur sur le point de redémarrer. Camille, la voix de Laurent était basse et tendue. « Fais-le. » Elle n'a pas répondu. Il s'exprima plutôt dans une autre direction. « Si cela continue, vous n'allez pas vous arrêter là. » L'air a réagi. Une légère secousse parcourut la cabine. « Vous avez vu ce qui se trouve au-delà » a-t-elle poursuivi. « Et si vous franchissez complètement le seuil, il n'y a pas de retour en arrière. » Pas de réponse directe, mais l'espace environnant semblait se contracter, comme s'il écoutait. « Ici, » dit-elle en effleurant le panneau, « c'est le seul endroit où vous pouvez encore choisir. » Laurent resta immobile. Il ne comprenait pas tout à fait, mais il ne doutait plus. Camille fit alors quelque chose d'inattendu. Il retira sa main des commandes. Le système a réagi immédiatement. Les coordonnées ont recommencé à fluctuer. Les formes extérieures se remirent à bouger. La respiration est revenue, plus intense, plus près. Laurent fit un pas en avant. « Que fais-tu » ? « Lui donner une vraie chance, » répondit-elle fermement. La cabine se mit à vibrer violemment. L'entité a de nouveau fait sentir sa présence dans l'espace, cette fois plus stable, plus complet. La silhouette élancée réapparut entre eux et la sortie, bloquant toute possibilité de fuite. Mais maintenant, c'était plus net. Le visage fragmenté est de retour. Les traits du troisième membre d'équipage se fondaient dans cette structure impossible. Ses yeux, ou ce qu'il en restait, étaient fixés sur Camille. Et, pour la première fois, il n'y a pas eu d'agression immédiate. Il y a eu un conflit. L'air devint lourd. L'heure affichée clignotait frénétiquement. 02-17, 02-18, 02-17, 02-18. Vous pouvez traverser, dit Camille. Ou vous pouvez vous arrêter ici. L'entité a été déplacée. Une étape. La cabine a répondu par un craquement sonore. Le métal s'est légèrement déformé, comme si sa présence était trop imposante pour cet espace. Laurent a crié « Camille, cela va tout détruire !»« Ou vous déciderez », répondit-elle. L'entité leva lentement ce qui semblait être un bras. La forme se déformait à chaque mouvement, comme si chaque choix exigeait un véritable effort. L'écran s'est figé à nouveau. 02.17. L'entité tourna légèrement la tête, comme si l'on regardait le tableau de bord. Ensuite, pour Camille, quelque chose a changé. Le son est de retour, mais il ne respirait plus. C'était un écho, fragment de voix, les pilotes, le moment de l'impact, le réveil. Tout se passe en même temps. L'entité reprenait vie. Retraitement, choisir. Camille s'avança, à moins d'1 mètre. Si vous continuez, vous allez le perdre. Elle toucha légèrement sa poitrine. Conscience. La forme trembla. Le visage fragmenté se dissipa un instant, puis réapparut. Instable. Lutte. Laurent observait, impuissant à intervenir. Pour la première fois, la confrontation n'était pas physique. C'était une décision prise contre toute impulsion. La cabine a commencé à s'effondrer. De petites fissures sont apparues dans les murs. La lumière vacillait de façon chaotique. L'heure affichée s'est accélérée. 02, 17, 02, 19, 02, 16, 02, 20. « Maintenant !» cria Laurent. Camille ne le regarda pas, rien que pour ça. Décidé, 1 seconde. 2. L'entité a poursuivi son chemin, rapide, violent. Laurent a crié. Camille ne bougea pas. Pas au dernier moment. Le formulaire s'est arrêté, à quelques centimètres d'elle. L'air s'est figé, tout a gelé. Et puis elle recula. Un seul pas. Mais ça suffit. Camille n'a pas perdu de temps. Il se tourna et appuya sur le bouton. Le panneau s'illumina. Les coordonnées sont alignées. Le temps s'est arrêté. 02.17. Une pulsation parcourait tout l'appareil. Violent, définitive. Les formes extérieures disparurent instantanément. L'entité à l'intérieur de la cabine a été extraite. Pas en avant, mais à l'intérieur. Comme si cela se défaisait dans cet espace même. Le visage fragmenté fut la dernière chose à disparaître.
Et pendant un instant, il semblait paisible. Le son s'est arrêté, la lumière s'est stabilisée, le panel a changé. 02-18. Les systèmes se sont arrêtés. Silence. Réel. Lourd. Mais c'est normal. La cabine ne vibrait plus. L'air reprit son flux naturel. Laurent s'est effondré au sol, s'est assis et a respiré bruyamment. Il a fini. Camille resta debout, fixant intensément le panneau, puis, dans le vide où se trouvait l'entité. « C'est fini », dit-elle. Mais il n'y avait aucun soulagement dans sa voix, parce qu'elle le savait, ce n'était pas une victoire, c'était une conclusion. Et quelque chose que vous apprenez, il ne disparaît pas, juste pour. Lorsque la porte de la cabine s'ouvrit enfin, il n'y eut aucune résistance, aucun son, aucune interférence. La piste de l'aéroport de Saint-Étienne était en parfait état, alignée, éclairée, stable. Les feux ne clignotaient pas de façon erratique. L'horizon était droit, l'air était normal. Laurent fut le premier à partir. Il fit quelques pas hésitants, comme si le sol allait encore se dérober sous ses pieds. Il regarda autour de lui, espérant déceler une trace de déformation. Il n'y avait rien. La réalité nous avait rattrapés. Camille suivait de près, plus lentement. Son regard scrutait chaque détail de la piste, comme à la recherche de signes invisibles. Mais tout était à sa place. Les employés commencèrent à s'approcher prudemment, à distance. Équipe de sécurité, techniciens, gyrophares de véhicules. L'isolement avait été maintenu, mais il y avait de nouveau du mouvement. L'avion, quant à lui, resta immobile, silencieux, différent. Quelque chose avait changé chez lui. Le fuselage portait encore les marques de déformation, mais elles semblaient désormais anciennes, figées, sans cette sensation de pression active. La porte arrière était ouverte, mais il n'y avait plus d'obscurité épaisse au-delà. Un simple compartiment vide. Les boîtes sont restées en place, sauf un, celui-là, celui qui avait été ouvert, maintenant tout à fait normal, aucune vibration. Je suis là, absence. Camille retourna vers elle. Il se pencha. Il passa sa main le long de l'intérieur. Froid, métallique, vide. Mais les égratignures étaient toujours là, profonds, réels. Laurent s'approcha, encore sous le choc. Alors, c'est vraiment fini ? Camille a mis quelques secondes à répondre. Le cycle est terminé. Il hocha la tête, mais n'avait pas l'air convaincu. Et alors ? Elle regarda le ciel un instant, sombre, calme, sans distorsion. Cela a nécessité un choix. Laurent laissa échapper un rire faible et sans joie. Je ne m'habituerai jamais à cette expression. Les autorités ont recommencé à boucler le secteur, mais cette fois avec un objectif différent. Il ne s'agissait plus de contenir immédiatement la situation, mais plutôt de contrôler le récit. Camille a été convoquée par un supérieur quelques minutes plus tard. La conversation fut brève, directe. L'affaire serait classifiée. Tous les dossiers seraient scellés. Version officielle. L'avion a été retrouvé après des années, sans explication claire quant à sa disparition. Il présentait des dommages structurels et l'équipage a péri pour des causes inconnues. Rien concernant l'audio. Rien à signaler concernant les distorsions. Rien à voir avec le choix. Laurent écouta tout en silence. Puis il regarda Camille. « Et vous allez accepter cela ?» Elle garda les yeux fixés sur l'avion. Il ne s'agit pas d'accepter. Alors, de quoi s'agit-il ? Elle fit une pause. Afin de garantir que cela ne se reproduise plus, Laurent comprit. Pas entièrement, mais ça suffit. Les jours suivants passèrent rapidement. L'avion a été retiré de la piste sous haute surveillance. Il a été transporté dans un hangar isolé, loin de toute zone d'opération normale. Les équipages ont été relevés. Les protocoles ont été modifiés. Le personnel a été remplacé. Et puis, le silence. Comme si rien ne s'était passé. Mais tout n'est pas revenu à la normale. L'agent disparu n'a jamais été retrouvé. Aucun journal de sortie. Personne. Aucune explication. Et bien que l'enregistrement audio de la boîte noire ait été officiellement mis au rebut comme corrompu,
Camille en a conservé une copie, stockée, cachée, non par curiosité, mais au cas où. Une nuit, quelques jours plus tard, elle décida de réécouter, seule, dans le même laboratoire. Le début était le même. Bruit dans la cabine, communication normale, puis le son, respiration. Mais quelque chose avait changé. Elle a accéléré la lecture audio. « J'attends ta voix ». Cette phrase, mais elle n'est pas venue. Aucun endroit. Silence. Total. Absence. Pas d'écho. Camille a cessé de se reproduire. Il resta silencieux pendant quelques secondes. Puis, il a éteint l'appareil. Il n'y avait rien d'autre. Et pourtant, elle ne ressentit aucun soulagement, car l'absence de son ne signifie pas l'absence d'existence. Dehors, le monde continuait de tourner. Les avions décollent, atterrissage, itinéraire suivi. Tout fonctionne comme d'habitude. Mais désormais, Camille savait quelque chose qu'elle ne pourrait jamais oublier. Même pas expliquer, même pas partager. Certaines choses ne disparaissent tout simplement pas. Ils cessent tout simplement d'être remarqués. Et cela pourrait être encore plus dangereux. Des mois plus tard, l'affaire n'était plus évoquée que par un cercle très restreint. L'avion restait entreposé dans un hangar isolé, intact depuis sa dernière inspection. Aucune activité nouvelle n'avait été enregistrée, jusqu'à ce petit matin. Un technicien d'astreinte a signalé une panne momentanée du système électrique du hangar. Les lumières ont vacillé pendant quelques secondes, puis sont revenues à la normale. Rien d'inhabituel. À un détail près, l'examen des enregistrements des caméras de sécurité a permis d'identifier une brève interruption précisément au moment de la panne de courant. 2 secondes seulement, mais ça suffit. Sur la dernière image, avant la stabilisation du signal, la porte arrière de l'avion était ouverte. Sur l'image suivante, fermée. Aucun mouvement enregistré. Aucune présence détectée, sans explication. Le rapport a été classé comme erreur technique. Mais dans un autre système, un seul journal est resté actif plus longtemps que prévu. Un capteur interne à bord de l'avion. Activité de notation. Heure enregistrée. 02-17. Et si vous étiez sur cette piste, à regarder un avion qui n'a tout simplement rien à faire là, aucun document, aucune explication, avec des portes qui s'ouvrent toutes seules et quelque chose à l'intérieur qui apprend de chacun de vos mouvements. Seriez-vous entré? Ou bien serait-il parti en faisant comme s'il ne l'avait jamais vu? Des histoires comme celle-ci nous amènent à nous interroger sur l'étendue de nos connaissances et sur ce qui reste caché, attendant le moment propice pour émerger. Maintenant, je veux savoir de votre part, à votre avis, que s'est-il réellement passé pendant ce vol? A-t-il fait le bon choix ou attend-il simplement une autre occasion? N'hésitez pas à partager votre théorie dans les commentaires. Je les lis tous. Et si vous aimez les histoires de ce genre, pleines de mystères, de suspense et de rebondissements, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car la prochaine histoire pourrait être encore plus perturbante. Ce sujet vous a-t-il convenu? Souhaiteriez-vous apporter des modifications ou pouvons-nous finaliser l'article?